Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Alors j'ai une tâche difficile, c'est d'arriver le dernier des orateurs, alors que vous avez des orateurs extrêmement compétents qui vont tout expliquer sur ce que l'intelligence artificielle peut faire dans le domaine du cancer. Vous avez constaté que nous avons en France des équipes extrêmement compétentes, mais malheureusement, vous savez peut-être, vous ne savez pas, que le niveau de la recherche en biologie santé française actuellement est plutôt sur le déclin. On est passé de la 6e à la 9e place en matière de publication parce que le pays ne consacre pas assez d'argent, parce que c'est mal organisé. Et donc là, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a une chance extraordinaire parce qu'on a des mathématiciens de grande qualité, des médecins de grande qualité, on a une base de données exceptionnelle. Et je crois qu'il faut faire particulièrement attention à ne pas se tirer une balle dans le pied et exploiter ces données pour pouvoir les utiliser au mieux. Alors, comme tout vous a été dit, je vais refaire, et vous me pardonnerez les caractères un peu simplistes, un survol de ce que c'est que l'intelligence artificielle et repasser rapidement, peut-être pour les caler dans vos esprits, sur les intérêts respectifs des uns et des autres. Alors d'abord, sur ce que c'est. Vous avez entendu parler d'intelligence artificielle. Moi, j'en parle assez souvent. Il m'est arrivé qu'on me demande à la fin, mais c'est quoi, au fait? Alors, l'intelligence artificielle, vous avez compris, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui permettent à des programmes informatiques de résoudre des problèmes et qui peuvent, dans certains cas, simuler l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, elle permet un calcul rapide, logique, objectif, dans un seul domaine, dans un domaine spécifique où elle a été entraînée par l'expérience du passé, par les informations qu'on lui a rentrées. Alors, à la différence, l'intelligence humaine, c'est très différent. En principe, c'est la capacité de s'adapter à l'environnement. Alors, il y a des limites. Un cactus, il s'adapte à l'environnement du désert. On ne peut pas dire pour ça qu'il est intelligent. Mais l'intelligence humaine, elle intègre une part non mesurable, non consciente, qui existe dans le cerveau humain. Elle intègre des qualités qui sont essentielles pour un médecin, qui sont l'empathie, la conscience, les émotions, et puis en général ce qu'on appelle le bon sens, en anglais common sense, et l'expérience dans des domaines voisins. Et c'est grâce à ça qu'un médecin, en principe, doit pouvoir faire un diagnostic et décider un traitement. Et les grandes découvertes, elles ne doivent pas seulement à la logique, mais elles doivent aussi à l'instinct, à l'intuition et aussi au hasard. Et il est très important, tous les chercheurs le savent, de laisser une part au hasard. Mais là où ça se complique, c'est que l'IA peut simuler des sentiments qu'on lui a enseignés et que les techniques du numérique avancent tellement vite qu'elles comprendront peut-être un jour aussi l'intelligence et les algorithmes de la nature. Alors ce qu'on appelle big data ou données massives, je reprends quelques définitions, c'est non seulement les données elles-mêmes, mais toutes les techniques mathématiques et statistiques qui permettent de les exploiter. Et tout ça, c'est grâce à l'augmentation des capacités de recueil, de stockage et de transport de ces données. Et la santé est un des principaux domaines d'application. C'est pour ça que ça suscite beaucoup d'intérêt et aussi des investissements de sommes considérables. Et tous les GAFA s'y intéressent et investissent énormément. Ils ne le disent pas tous, mais ils investissent beaucoup. Alors les données, vous en avez entendu parler, c'est les traces qu'on laisse partout sur Internet, les objets connectés, la banque, la pharmacie, la carte vitale, etc. Il y a les données de numérisation des dossiers médicaux, des images radiologiques, histologiques, des analyses du génome, vous avez entendu tout ça. En principe, en Europe, chacun a le contrôle de l'usage de ces données. Alors, où sont-elles ces données? Elles sont dans des bases publiques ou privées, c'est ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé, EDS, il y en a à l'Assistance publique de Paris, par exemple, dans les registres des groupes de recherche, les cohortes, les plateformes, et puis dans ce qu'on appelle pudiquement le cloud, les nuages. En fait, ce n'est pas des nuages, c'est des gros ordinateurs à distance qui stockent les données. Alors, on distingue des données structurées, déjà numérisées, et des données non structurées, qui peuvent avoir une grande valeur ajoutée. Une des questions qui se posent, qui a été abordée tout à l'heure, c'est dans un essai clinique, par exemple, on considère qu'il faut la qualité, sans ça on ne peut pas interpréter l'essai. S'il y a un centre qui marche mal, ça nuit à tout l'essai. La question maintenant, compte tenu des grands nombres, c'est est-ce qu'une quantité importante peut compenser une qualité insuffisante? C'est une question qui est ouverte. Et puis maintenant, il y a des algorithmes qui peuvent remplacer des données manquantes. Par exemple, sur des images, les algorithmes peuvent retrouver des données qui manquent.
Alors on passerait, pour certains, de l'ère de la possession à celle du partage des données. Alors ça fait un peu philosophique, c'est en tout cas à la base de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'open science, c'est-à-dire les études qui sont faites sur les données publiques, les grandes listes de données publiques. Mais pour vous dire, pour vivre ça un peu en pratique, en fait, partager c'est bien, mais certains administrateurs hésitent et craignent un peu de perdre le bénéfice des cohortes qu'ils ont montées en les partageant avec les autres, d'où la nécessité d'édicter des règles pour protéger les uns et les autres. Alors il y a des tas de nouveaux outils pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez peut-être entendu parler de blockchain, chaîne de blocs, qui permet de partager des bases de données où chacun peut voir les données des autres, mais ne peut pas les modifier. C'est ce contrôler, c'est la base des monnaies, des crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin. Alors, ça a été un peu abordé, les données sont un sujet géopolitique, parce qu'en gros, pour faire marcher l'intelligence artificielle, il faut des données et il faut des algorithmes. Les géants d'Internet, vous savez, ils ne sont pas européens. Ils sont américains et chinois, et à eux deux, ils détiennent à peu près 60% des données du monde, et le reste du monde se partage le reste. Alors, ce n'est pas toujours des données d'excellente qualité, les données dont on va parler de la sécurité sociale sont certainement beaucoup mieux. Mais alors, quelle place pour l'Europe? L'Europe s'est orientée vers la protection des individus, le RGPD. Il y a un projet de plan, et il y a des plans aussi pour certains pays, notamment la France. Alors, en France, je vous disais tout à l'heure, on a une richesse colossale, ce sont les données de la sécurité sociale. Les données de la sécurité sociale, elles sont faites au départ pour rembourser les frais. Mais la loi permet maintenant de les utiliser pour des sujets de recherche. Alors c'est très important, parce que si on ne les fait pas nous, eh bien bientôt vous utiliserez pour soigner vos maladies des algorithmes qui ont été made in China, et ça ne sera probablement pas un grand avantage. Alors ces données, pour être utilisées, bien entendu, il faut qu'elles soient protégées, c'est-à-dire rendues anonymes, de manière irréversible, ou pseudonymisées, c'est-à-dire rendues anonymes de manière éventuellement réversible dans certaines conditions et avec des tas de protection. L'accès à ces données est très réglementé en France. Tout accès aux données de santé, et ce n'est pas seulement l'accès aux données de l'Entrepôt national de santé, c'est maintenant tout accès à des données de santé, toute demande d'utilisation, même les données de santé d'un hôpital, doit avoir l'accord de deux organismes. Le premier, c'est le CESRES, c'est le comité que je préside, qui veut dire Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations en santé. Pour vous dire le nombre, on a commencé en mai, on en est à 250 dossiers évalués. Donc il y en a énormément, et on vérifie que l'éthique est respectée, que les individus, les données sont bien privées, que la vie privée est respectée. Et en aval, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, donne son aval, et donc c'est maintenant très, très calé. Il faut que ces deux organismes aient pu donner leur aval pour que ces données soient utilisées, et pas seulement les données. Alors ces données, elles permettent des analyses de données en vie réelle, et là l'intelligence artificielle intervient parce qu'elle permet d'analyser des grandes bases de données. Vous savez, quand on veut faire un programme en médecine, le mieux, l'idéal, c'est de faire un essai clinique avec accord des patients en comparant le nouveau traitement à l'ancien. Si le nouveau est mieux, eh bien on prend le nouveau. Sauf que c'est très cher, très long, très compliqué, et donc on utilise aussi les données qui ont déjà été utilisées, dont on dispose, pour avoir des données rétrospectives, et c'est ça qu'avec certaines conditions, certaines techniques, qui peut apporter aussi beaucoup d'informations. Et par exemple, aux États-Unis, l'administration américaine utilise beaucoup ces analyses rétrospectives pour les systèmes de financement de la santé. Alors, pour essayer d'avancer là-dessus, on avait monté, vous en avez fait mention tout à l'heure, un groupe de travail qui dépend de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, où certains des orateurs participent, que j'ai monté avec Cédric Villani. Alors, il faut des données pour l'intelligence artificielle, et vous avez compris, vous l'avez entendu tout à l'heure, il faut aussi des algorithmes. Un algorithme, c'est un nom qui vient d'un mathématicien perse, et c'est une suite d'opérations qui a pour but de résoudre un problème, classer l'information, personnaliser la publicité, vous guider avec votre GPS dans votre voiture, etc. Et en santé, bien sûr.
Alors, là où c'est intéressant, on vous l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que les algorithmes s'adaptent aux tâches. C'est-à-dire, les ingénieurs, au départ, peuvent coder les règles des machines. Mais après, l'apprentissage du programme informatique peut être progressif par feedback à partir des succès et des récompenses. Et les techniques d'apprentissage, on appelle ça, utilisent des réseaux de neurones. On appelle ça, je ne retrouve plus le terme. Deep learning et machine learning, pardon. Le machine learning et le deep learning, qui est la partie la plus évoluée, et qui s'adapte, on vous a montré des schémas tout à l'heure, aux réseaux de neurones qui sont situés dans le cerveau humain, où chaque réseau résout un problème et qu'on arrive à avoir la réponse au bout. Alors voilà par exemple un exemple d'apprentissage automatique. Je trouve que c'est un joli exemple d'une équipe de Bordeaux. Ce n'est pas du cancer, mais on peut très bien adapter. Un enfant, par exemple, qu'on met dans une salle de jeu, il apprend en explorant progressivement son environnement. Il n'est pas programmé pour savoir. Il apprend et il observe par curiosité. Et un robot, lui, il est programmé à l'avance pour réaliser une tâche. Eh bien, des robots peuvent être programmés pour apprendre par curiosité, comme les enfants, et se rendre compte progressivement des tâches qu'ils peuvent réaliser grâce à des systèmes de feedback, de récompense, et interagir avec leur environnement, et puis même certains les utilisent pour des enfants. Alors voilà par exemple, à gauche, vous voyez ce robot, il a un joystick, et bien, il va apprendre qu'avec un des deux côtés du joystick, il peut faire bouger la petite balle de tennis, alors que l'autre, il peut pas, et qu'il va s'en servir. Et à droite, vous voyez, c'est toute une famille de robots qui vont interagir les uns avec les autres pour pouvoir se compléter les uns les autres. Ça, c'est de l'apprentissage automatique. Alors, ce qu'on appelle le data mining, on vous en a parlé tout à l'heure, le data mining, ou fouille de données, en gros, c'est dire l'ordinateur va se débrouiller, on lui balance des tas de données, puis il va nous trouver des choses géniales, même à partir de signaux faibles. Alors, en fait, ça ne permet pas de faire des conclusions, on peut laisser parler les données, mais après, il faut comprendre, sans ça, on peut arriver à se trouver des corrélations complètement fantaisistes et sans aucun intérêt. Alors, il existe des algorithmes pour essayer de montrer la causalité entre des phénomènes dont on a observé des corrélations. Mais en fait, le data mining, c'est surtout utilisé pour avoir des idées. Après, il faut les valider par des nouvelles études. En clair, un ordinateur tout seul, sans intervention humaine, ne peut pas aboutir à des conclusions. Alors, en médecine, et notamment en cancérologie, c'est toutes les spécialités qui sont basées sur l'analyse d'images, qui ont bénéficié de l'intelligence artificielle, et il y en a des tas, la radio, l'anatomie pathologique, on vous en a montré. En fait, toutes les disciplines, ça peut aussi servir à l'aide au diagnostic, au choix du traitement. Est-ce que ça va remplacer les docteurs? Je vais y venir un instant. La télémédecine, les télédiagnostics pour les déserts médicaux, et les objets connectés, les dispositifs médicaux. Alors, l'imagerie, rapidement, on vous l'a montré, c'est le domaine de la santé où l'intelligence artificielle, où l'apport est le plus important. C'est évident parce que maintenant, la résolution des images en scanner, par exemple, elle est de 1 mm. L'œil humain, même d'un radiologue averti, ne voit pas 1 mm. En revanche, c'est exploitable grâce à des méthodes d'apprentissage statistique. Et puis maintenant, il y a des méthodes de radiologie, d'imagerie beaucoup plus performantes qui peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer des exemples de modélisation de la progression des tumeurs. Alors, bon, on vous a parlé tout à l'heure des cancers du sein. Voilà un algorithme qui arrive à détecter sur un cliché de mammographie une zone suspecte et qui va pouvoir aider le radiologue à aller regarder avec plus en détail s'il en voit d'autres, en tout cas aider le radiologue. C'est pareil pour un cliché de poumon. Vous voyez, à gauche, pas d'analyse. À droite, en haut, sur la partie haute, l'apex du poumon droit, l'analyse automatique a détecté une zone suspecte d'être un cancer du poumon. Et puis, il y en a aussi qui marchent sur le foie ou sur les foies de cirrhose. La question, quand on voit des nodules, c'est de savoir est-ce que c'est un risque d'être un cancer du foie ou pas. Et maintenant, ces outils d'intelligence artificielle peuvent aider grandement. Alors, on vous a parlé, François Sigaud vous a parlé tout à l'heure du jumeau numérique, je ne vais pas y revenir, mais vous avez bien compris que l'idée, c'est qu'on part d'un patient réel dont
on va introduire des mesures cliniques, biologiques, génomiques, comportement. On va faire à partir de ce patient un modèle statistique, un patient virtuel, et ce patient virtuel pourra être utilisé à terme pour faire de la médecine numérique, faire de la recherche qu'on appelle in silico, dans le silicium. Et donc ça, c'est un programme qui est intéressant. Alors, une des questions que posent beaucoup les gens, c'est est-ce que ça va remplacer mon docteur? Et comment est-ce que ça peut aider au choix du traitement? Alors, tous les géants d'Internet se sont intéressés au sujet, avec plus ou moins de succès, à partir des données collectées sur Internet, les objets connectés, enfin, quand vous utilisez votre téléphone, à partir de tout. Aux États-Unis, il y a Google qui a avec plus ou moins de succès avec les hôpitaux anglais, ça n'a pas très bien marché. IBM qui a fait Watson, ça ne marche pas très bien non plus, pour différentes raisons, parce que les données utilisées représentaient uniquement les données d'un hôpital n'étaient pas extrapolables ailleurs, et parce que l'algorithme n'est peut-être pas tout à fait le meilleur. En Chine aussi, en Chine où il manque de médecins traitants, puis la Chine propose des algorithmes pour aider aux patients à savoir ce qu'ils ont et savoir si, quand ils rentrent leurs symptômes, s'il faut qu'ils aillent à l'hôpital ou pas, etc. En France, on a des algorithmes de Doctolib, par exemple, qui aident à la prise de rendez-vous et qui s'intéressent maintenant un peu plus à l'intelligence artificielle. Alors le premier objectif annoncé, c'est d'aider les médecins à mieux soigner, économiser du temps médical. On vous a parlé des ophtalmologues où s'il faut attendre 2 mois, ça peut aider si déjà on peut avoir une idée sur sa rétinopathie diabétique. Et puis certains disent, finalement, il n'y aura peut-être plus besoin de docteur, aider les patients. Et vous voyez le très sérieux magazine anglais The Economist, il titrait l'année dernière, Dr. You, vous êtes le docteur, vous allez prendre le contrôle de votre santé. Alors je ne suis pas sûr que ça soit une idée géniale, en tout cas mon expérience de soigner des gens qui ont des cancers, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait un humain pour expliquer un peu les différentes modalités du traitement, et d'avoir un algorithme qui balance le diagnostic en disant voilà c'est ça, ça ne me paraît pas l'idée la meilleure. Alors d'une manière générale, actuellement les aides au diagnostic et au traitement, l'intérêt n'est pas prouvé et reste à démontrer. Et en tout cas, je crois que c'est important de dire que le médecin automatique dépourvu d'empathie n'est pas pour demain et en tout cas n'est sûrement pas souhaitable. En revanche, le médecin augmenté, mieux outillé, mieux informé et sachant utiliser les nouveautés est certainement un progrès. Alors très rapidement, des applications, ça peut aider par exemple dans un endroit, vous voyez, pour connecter une sonde d'échographie à un téléphone portable pour faire une échographie. Ça peut aider dans des disciplines que vous imagineriez pas. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps. En psychiatrie, en neurologie, pour utiliser la réalité virtuelle pour traiter certaines maladies. Ça peut être utilisé pour le handicap, la dépendance, dans les EHPAD. Vous voyez ça, c'est pas une peluche, c'est un petit robot. Ça coûte 7 000 €. Il y en a 1000 qui sont achetés dans des EHPAD et ça permet. Ça remplace pas des personnes, mais dans les EHPAD où on manque de personnes, ça permet. Il s'appelle Paro. Ça permet. C'est très apprécié par les personnes âgées qui sont seules. Ça peut aussi être utile pour réparer l'homme malade ou handicapé, mais je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas aller chercher à faire de l'eugénisme, augmenter l'homme sain. Alors par exemple là, très rapidement, l'interface cerveau-machine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut enregistrer dans le cerveau, avec un électroencéphalogramme, un signal, on acquiert le signal, on sait ce qui se passe quand quelqu'un bouge la main, par exemple. Ensuite, on va utiliser ce signal pour pouvoir nettoyer le bruit de fond et l'utiliser pour pouvoir, par exemple, faire bouger une prothèse. Et ça s'appelle, donc ça c'est un progrès potentiel considérable. Et vous voyez là, ça permet aussi de permettre à des gens qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus écrire, qui ne peuvent plus parler à cause de maladies débilitantes, à écrire par la pensée avec un signal quand ils voient apparaître la lettre qu'ils veulent utiliser sur l'ordinateur. Alors en dermatologie, on en a parlé, une application sur smartphone qui permet de regarder si le bouton il a des risques ou pas et s'il faut insister pour aller voir son dermatologue. Alors il y a une équipe de Bordeaux qui s'intéresse aussi, qui a monté ce modèle de prédiction de la progression des métastases pulmonaires, de cancer du rein. Vous savez qu'actuellement, en médecine, pour savoir si un traitement marche ou ne marche pas,
on est très rudimentaire, on mesure le plus grand diamètre sur un scanner, et puis une fois qu'il y a eu la chimie, on mesure s'il a diminué ou pas. Donc, c'est très approximatif, donc l'idée, ça serait de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire mieux. Alors là, par exemple, vous voyez que ce projet Nénuphar, qui maintenant, c'était l'IRA à Bordeaux, maintenant c'est Sophia Génétique, peut calculer la progression de la taille si on ne traite pas, et vous voyez que le petit point bleu, c'est la taille réelle, et c'est pas très loin de la taille calculée. Il peut prédire aussi, à partir d'un T0 et d'un T1, la taille à n'importe quel moment ultérieur. Et il peut aussi dire, vous voyez, sur le diagramme du haut, voilà la taille qui était prévue, et puis en bas, la taille prévue, puis en fait, la valeur réelle, elle est très en haut, donc il s'est passé quelque chose dans la tumeur qui était quelque chose d'imprévisible, et donc là, il faut aller regarder, probablement la rebiopsier. Alors, je ne sais pas si je peux avoir le... Voilà, alors ça, c'est pas une image construite, c'est juste l'image de l'algorithme de progression de ces métastases. Vous voyez, et l'algorithme va calculer à n'importe quel moment quelle est la taille de ces métastases pulmonaires. Alors, vous voyez comment, après, ça peut aider pour surveiller un traitement. Voilà, et puis après, on a même ce qui se passe à l'intérieur de la métastase. Alors, ils ont aussi pu calculer des cas avec chimiothérapie, où vous voyez, à partir du temps T0 et T1 en début de chimiothérapie, on peut calculer la taille et l'évolution, la diminution de la taille en fonction de la durée. Cette équipe-là de Bordeaux a aussi fait ça pour les méningiomes, qui sont des tumeurs plutôt bénignes dans le cerveau. Et vous voyez aussi la progression. Et elle peut calculer en bas la surface prédite en bleu et la surface réelle en utilisant les IRM à différentes périodes. Attendez, alors là, j'ai essayé de vous passer ça. Est-ce qu'on peut le passer? Alors non seulement il prédit la progression de la taille, mais la compression du parenchyme cérébral, ce qui est responsable des conséquences, des crises d'épilepsie, etc. Vous voyez la progression dans le cerveau. Voilà, donc je ne m'appesantis pas, mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors dans le domaine des médicaments, rapidement, l'objectif c'est d'accélérer la découverte des médicaments et réduire les coûts de développement. Vous savez que le coût de développement d'un médicament, ça se compte en très nombreuses années. Il y a des tas de candidats, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui arrivent sur le marché dont l'efficacité est prouvée. Le coût estimé d'un nouveau médicament, en comptant ce qui n'a pas marché, c'est environ 2,5 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Et les 2 tiers de ça, presque les 2 tiers, c'est de la recherche clinique. Et on pense que grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, on pourrait identifier plutôt les causes d'échec ou les causes de toxicité, cibler avec des biomarqueurs et peut-être raccourcir ce délai, donc permettre une mise à disposition des médicaments plus rapide et moins onéreuse. Et puis il y a aussi des algorithmes qui sont utilisés pour réévaluer des études cliniques anciennes qu'on a considérées comme négatives parce que l'hypothèse diagnostique avait été un peu trop ambitieuse et qu'on a pu louper des signaux faibles et qui peuvent justifier une nouvelle analyse et de nouvelles études. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, parce que David Gruson vous en parlait. Il y a 2 choses. D'une part, la protection des données, il faut se protéger, puis il y a la cybersécurité et la protection de la vie privée. Alors, il y a des visions différentes. En Europe, on privilégie la protection des données. Aux États-Unis, les données sont considérées comme une marchandise régulée par les lois du marché. Et il y a des pays où c'est un outil pour surveiller les populations. Alors, les données de santé, je vous l'ai dit, pour être utilisées, il faut qu'elles soient cryptées, anonymisées, pseudonymisées. Et la question, c'est bien sûr de savoir quels sont les risques de réidentification. C'est extrêmement protégé et les outils, et notamment, on a parlé tout à l'heure du Health Data Hub, c'est extrêmement calé et on fait très attention à tout ça. La cybersécurité, c'est important. Vous savez qu'il y a des cyberattaques, comme avant, il y avait des attaques de diligence. C'est plus facile de faire une cyberattaque et que les hôpitaux sont la cible de cyberattaques très régulièrement. Il y en a tous les jours, la plupart sont déjoués. Le principe, c'est d'aller crypter les données. Un des principes, c'est de crypter les données d'un hôpital et dire à l'administration de l'hôpital, si vous ne payez pas, vous ne pouvez plus utiliser les données de vos patients. Donc il faut être
extrêmement rigoureux là-dessus et faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de faille dans le système informatique. Voilà, vous me pardonnerez un peu le côté catalogue, mais vous voyez qu'on a un sujet, c'est un sujet qui est extrêmement important. Il ne faut pas fantasmer, c'est un outil, il faut savoir qu'il existe, il est là, il est dans nos vies. La santé est un des premiers secteurs d'impact. Il faut que les médecins et les professionnels de santé s'y forment parce qu'il faut gagner le défi de la confiance. C'est-à-dire si on a de la défiance et si on a peur, ça ne marchera pas. Donc il est important d'expliquer, se garder des fantasmes. Et puis là, j'ai cité un physicien anglais, que je vous laisse lire, et que ça donne lieu à un certain nombre de bêtises. Donc il faut vraiment retourner aux bases. Et puis, Mme Topalainen a parlé du livre qu'on a fait. Donc je n'ai pas de royalties, mais s'il vous intéresse, il est sorti en anglais avec Cédric Villani. Et j'ai dirigé ce livre avec Danielle Arius également, qui est la directrice du laboratoire d'intelligence artificielle de MIT à Boston, avec la participation d'un certain nombre de ceux qui sont ici. Je vous remercie pour votre attention. Alors, si je me suis permis d'insister un peu lourdement, c'est qu'on a besoin de vous tous pour soutenir ces projets. En France, on a des données de la sécurité sociale sur 65 millions de Français. Ces données, on peut les utiliser pour la recherche et c'est essentiel. Et pour l'instant, malheureusement, on se retrouve dans une situation qui est typique de notre pays. C'était plutôt que d'approuver ça et que tout le monde se remonte les manches. Il y en a certains qui s'appelaient beaucoup d'essayer de se tirer une balle dans le pied et d'empêcher que ça marche. Alors pour tout vous dire, personnellement, je n'ai pas d'implication directe avec le Health Data Hub. Moi, je préside le comité scientifique qui n'est pas dépendant. Ce Health Data Hub, il est dommage que l'équipe qui la dirige, qui met beaucoup d'efforts, passe son temps à aller répondre à des recours au Conseil d'État, ça fait déjà 2, et plutôt qu'à faire de la science, 2 recours au Conseil d'État, 2 recours rejetés par le Conseil d'État. Je trouve ça assez navrant. Merci beaucoup. Oui, merci pour toutes ces interventions qui étaient fort intéressantes et passionnantes. Je me posais une question qui est: quelle est la place de la médecine ordinaire, de la médecine de ville, du médecin généraliste dans tous ces projets qui sont encore très académiques, universitaires, dans les CHU, dans les centres anticancéreux pour le cancer, et les données de la médecine de ville simple, non expert, on va dire, n'apparaissent pas parce qu'il n'y a pas de logiciel commun, elles ne sont pas stratifiées, elles sont pas il n'y a pas une nomenclature très précise et elles sont sans doute en grande partie perdues, malheureusement. Alors, merci, comme on dit, merci, c'est une bonne question, c'est une question très importante. Comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil qui doit être à la disposition de tous, et si on veut que ça marche, il faut qu'il soit compris et qu'il acquiert, et que les médecins, comme les patients potentiels, aient confiance. Pour ça, il faut expliquer. Il faut d'autre part qu'ils soient formés. Donc, il est important que dans les facultés de médecine, on organise des enseignements, et je pense qu'il faut que ces enseignants, ils soient dans la première partie des études de médecine par un cursus obligatoire. C'est pas très compliqué. Moi, je suis chirurgien, j'ai appris les bases de tout ça, c'est pas extrêmement compliqué pour l'utiliser. Et après, il faut une formation continue. Donc, il est essentiel que les organismes de formation médicale continue permettent aux médecins généralistes d'utiliser cet outil pour pouvoir soigner leurs patients et gagner du temps. En gros, gagner du temps et être plus performant. À mon sens, il ne faut pas fantasmer, ça ne remplacera jamais un médecin généraliste. De même que ça peut aider un ophtalmo, par exemple, pour faire le diagnostic de rétinopathie diabétique, mais à terme, une fois que l'algorithme a dit ça c'est une rétinopathie diabétique, il faut aller voir un ophtalmo quand même. Donc ça ne remplacera pas, c'est un outil comme d'autres qu'il faut apprendre à utiliser. Bonjour, j'ai une question. Là, vous parlez de l'intelligence artificielle et des logarithmes, cet outil, il est régi par quelle autorité actuellement en France? C'est l'ANSM? C'est qui gère, qui donne les autorisations? Un logiciel, un outil, quand c'est abouti, c'est régi par quelle autorité? C'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui le gère?
qui donne les autorisations, qui suit l'évolution du... Les algorithmes, c'est considéré comme des dispositifs médicaux et donc ça doit être approuvé. Les problèmes de sécurité, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Et voilà. Donc, pour c'est pas des médicaments. Oui, mais c'est un produit. C'est considéré comme des dispositifs médicaux. Mais comme François Sigaud vous l'a dit tout à l'heure, la responsabilité d'usage d'un dispositif médical, c'est celui qui l'utilise. C'est-à-dire le médecin est censé avoir compris, et s'il y a un recours, c'est le médecin qui a utilisé le dispositif, sauf défaut manifeste, c'est le médecin qui est responsable. D'accord, donc c'est dans le même sac que plein... Il faut un marquage CE, mais le marquage CE, c'est pas grand-chose. Hein. C'est ça, c'est... Donc, le marquage CE, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait peut-être à terme que ça soit géré par une autorité plus compétente. Si vous voulez, ce que David Gruson vous a dit tout à l'heure, c'est que ça évolue tellement vite qu'il est très difficile de légiférer. Si un algorithme est validé par un organisme au mois de octobre 2020, en janvier 2021, il peut avoir progressé et être complètement différent. Donc c'est vraiment l'utilisation de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire il faut s'adapter en permanence, être pas trop rigide, pour à la fois avoir des garde-fous, mais pas empêcher les progrès. D'accord. Merci.